Cette semaine, dans le balado, on assiste à une drôle de répète entre acteurs. On tente de s'échapper d'un vilain prédateur qui nous retient captifs. Et on s'extase devant le trémoussage d'un certain chanteur. Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Berton. Salut Jeff! Salut Pat! Alors, est-ce que combien de jeunes ados de l'époque t'as ressenti quelques effets en voyant Elvis bouger au grand écran? Oui, j'ai ressenti des sensations et des émotions, mais je sais pas, j'étais autant en extase, disons, en éveil sexuel que les jeunes filles dans le film, là. Ça va, je me suis géré à ce niveau-là. Mais non, j'ai bien hâte qu'on en parle de ce film qui était, on peut dire, mystérieusement attendu. Je sais pas si c'est la bonne façon, là, que tout le monde était comme c'est-tu bien ou c'est pas bien? Ou, Ben, la bande-annonce, je pense qu'on avait laissé plusieurs sceptiques. Donc, on va voir effectivement si le Elvis de Baz Luhrmann répond aux attentes. Mais avant, faisons un petit tour des actualités. Bande-annonce, on n'avait rien retenu cette semaine. Hein? C'est plutôt tranquille, de marquant. Quelques sorties de films d'horreur et autres, mais prenez votre temps libre pour aller voir ça. Là. Alors, allons aux nouvelles. Je vais te lancer la balle. Vas-y avec la première. Ah, ben là, je suis tombé un peu dans le fun fact, peut-être, entre autres. Il y a l'adaptation du roman Where the Crawdads Sing, qui est comme là où les écrevisses chantent, quand même surprenant comme titre, qui va sortir mi-juillet. Sauf que la tune thème va être faite par Taylor Swift. Et je sais pas si dans ta famille, on écoute Taylor Swift ou... Je dois faire une confession. Que toi-même. Que moi-même, j'écoute beaucoup Taylor Swift. Et surtout parce que dans la vie, j'ai un autre chapeau. J'écris aussi des livres et je m'en sers dans mes trames sonores d'écriture. OK. Moi, très efficace pour écrire des scènes d'amour. Ben écoute, tant mieux. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. J'ai jamais vraiment porté attention tant que ça. Là. Je connais quelques hits, sans plus. Mais bref, c'est que là, elle a fait une chanson originale qui s'appelle Carolina. Là, les rumeurs veulent que la tune dure 7 minutes 40 quasiment. D'accord. Mais pour l'instant, elle n'est toujours pas sortie. Je pense que Taylor est plus trop présente sur ses réseaux sociaux. Elle se fait un peu timide là, depuis son dernier album. Okay. Fait que là, les fans, il y a des sites puis des pages Instagram dédiées aux fans de Taylor Swift qui essaient de tout analyser. Puis là, je pense que c'est sur l'Instagram du film, qui est d'ailleurs produit par Reese Witherspoon. Ouais. Qui, là, il a comme décodé des indices. Fait que là, il penserait que la toune va peut-être être disponible dès le 23 juin, qui est, nous, c'est aujourd'hui qu'on enregistre, mais en tout cas, elle l'était pas avant qu'on enregistre. Sinon, ça se peut que ce soit juste le 15 juillet à la sortie du film. Fait que bref, il y a un gros mystère autour de la toune. On l'entend un petit peu dans la bande-annonce, là, mais ceux qui veulent vraiment en profiter, je sais pas si ça va aider à la popularité du film, sûrement. Ça peut pas nuire, assurément. Je pense que c'est un peu la fanbase. C'est un film, je pense, qui vise le public féminin avant tout. Je pense que c'était la raison du succès du roman aussi, sur lequel le film est basé. D'ailleurs, j'avais lu que Taylor Swift était une grande fan du livre et elle avait fait... elle a vraiment composé sa toune. C'est ça, c'est pas juste une toune originale comme je n'ai une qui traîne dans un tiroir, prenez-la. Là. Je pense qu'elle a discuté avec les comédiens aussi, etc. Je pense qu'elle a tenté vraiment de convaincre Reese Witherspoon de l'engager pour la chanson. Ouvrez l'oreille pour Carolina de Taylor Swift. Peut-être bientôt. Ouais. Je te passe la balle, vas-y. Bon, écoute, il y a quelques semaines, on parlait de Léa Seydoux qui va incarner une nouvelle version d'Emmanuel. Elle chôme pas plutôt. La comédienne qui est très en demande, s'ajoute au casting déjà prestigieux de Dune Part 2 de Denis Villeneuve. Alors, elle va jouer Margot Fenring, qui est une sœur de Bene Gesserit. Okay. Donc, j'en sais pas plus de l'univers, malheureusement. Mais c'est quand même un choix, un autre, je pense, très bon choix de Denis Villeneuve qui s'ajoute vraiment là, à une distribution incroyable pour cette deuxième partie. Ouais, c'est ça. Puis récemment, il avait ajouté, on avait discuté un peu, Florence Pugh, Christopher Walken, Austin Butler, justement, le nouveau Elvis. Fait que, puis si on se fie un peu à l'image du premier, c'est des personnages qu'on peut voir, je sais pas, là, 30% du temps, mais aussi 8% du temps, puis qui sont quand même tous des acteurs et actrices établis. Effectivement, je pense qu'il y a le buzz du premier et tout, je pense que probablement qu'il suffit qu'ils demandent puis que les personnes soient disponibles puis ils vont dire oui. Là. Effectivement, c'est ça. Je pense que là, Villeneuve peut faire tout ce qu'il veut avec qui il veut maintenant. C'est un gage de qualité, alors je pense que les comédiens sautent sur l'occasion de jouer pour lui. Ouais, on doit être dans les dernières finalités. J'ai lu que le tournage allait débuter cet automne. Ouais. Voilà.
J'ai su, en parlant de casting, pour le prequel de Ballad of Songbirds and Snakes, de la saga Hunger Games, qui ont ajouté la comédienne Hunter Schafer à la distribution. Puis elle est connue surtout pour son rôle de Jules dans Euphoria, qui, je pense aussi, est une émission qui joue chez vous. Moi, j'écoute très peu de séries télé. Honnêtement, c'est une des meilleures séries que j'ai vues dans les dernières années. Okay. Pour ados, là, c'est vraiment bien fait. Très dur, mais écoute, c'est vraiment un très bon choix et je pense qu'on va aller... Je pense que c'est un choix logique et intéressant où on va réintéresser une nouvelle génération de jeunes à cette saga-là, parce que l'on s'entend déjà que les premiers films d'Hunger Games... oui, je pense que c'était comme 2012 le premier. Ça, fait que les jeunes sont plus maintenant dans la vingtaine, sinon trentaine. Donc, j'imagine que c'est leur risque, dans le sens de leur pitch, de dire on va faire, en faisant le préquel, donc le pré-film, on va repogner ceux qui ont écouté et qui ont aimé, puis on va peut-être gagner des nouveaux qui, par après, va faire revivre le brand, la franchise. Elle va jouer le personnage de Tigris Snow, qui est comme la cousine et confidente de Coriolanus Snow, qui est éventuellement le président Snow. Fait qu'on l'a vu un petit peu son personnage dans Mockingjay, là, qui était une espèce de résidente du Capitole, qui était sympathique à la cause de Katniss, là, qui était tout pratiquement en tigre, finalement. Puis il y a aussi, c'est ça, dans ce prequel-là, il y a Rachel Zegler, justement, une autre jeune talent. Et Tom Blitt, que lui, j'ai pas vu. Je sais pas c'est qui, là, mais c'est lui qui va faire le président Snow, mais j'ai vu que ça a l'air c'est un jeune avec une belle bouille qui joue dans une couple de séries télé, là, celle de Billy the Kid, je pense, là, sur je sais pas quel réseau, qui connaît un certain succès. Là, c'est un lien quasiment avec Zendaya, finalement. Zendaya dans Dune, Zendaya dans Euphoria. Ouais. Tout est lié. As-tu autre chose? Ben oui, écoute, c'est pas encore annoncé officiellement, là, mais ça a comme coulé. On fait une mise à jour des nouvelles du MCU, de l'univers Marvel, qui a un gros projet qui s'en vient, un gros film qui s'appelle Thunderbolts. Donc, probablement que ça va être 2025, qui va faire partie de la phase 5 de Marvel. C'est le scénariste, en fait, qui a un peu vendu la mèche. C'est-tu les pilotes de l'air, ça? Non, Thunderbolts, c'est l'équivalent du Suicide Squad pour l'univers Marvel. OK. Donc, c'est vraiment le même principe. On va chercher des méchants qu'on réunit ensemble pour finalement faire une mission. Ouais, OK. Donc, on leur donne pas le choix, puis etc. Ouais, c'est ça. Alors, Eric Pearson, qui est le scénariste, qui avait scénarisé Black Widow, donc confirmé qu'il travaillait là-dessus. On a même choisi un réalisateur, Jake Schreier, qui avait fait Paper Towns en 2015, que je connais pas. Donc, encore là, on va puiser dans le cinéma indépendant. On a fait quelques fois là, qu'on fait ça du côté de Marvel. C'est là que ça leur permet de sauver du budget. Probablement, oui. Puis, peut-être amener une touche plus, quand même, personnelle, entre guillemets, là, parce que ça reste quand même dans la grosse machine MCU. Donc, évidemment, on ne sait pas qui seront les personnages, mais on a introduit quand même, là, on avait la nouvelle version de Black Widow avec... Florence Pugh, qui est comme un peu un entre-deux. Pour ceux qui ont écouté la série Falcon and Winter Soldier, on a introduit US Agent, qui est comme un peu le pendant du Captain America. Donc, on verra bien qui sera dans le film, mais ça risque d'être peut-être une culmination justement un peu à la manière des Avengers, là, qui va réunir plusieurs personnages introduits dans les dernières années. Donc, j'imagine que dans leur grand schéma, ils savent un peu où ils s'en vont, mais c'est clair, je quand pense même un petit peu largué là, entre ceux comme les Thor, qu'on sent qu'ils sont plus à la fin de leur personnage, puis ils en présentent plein, mais d'après moi, c'est une espèce de phase 4 qui va durer... la phase 4 se termine avec Ant-Man, normalement. L'été prochain. Ouais. Donc, après ça, on ne sait pas trop où va s'en aller la phase 5, mais Kevin Feige a dit qu'on l'annonçait prochainement. Je sais que le Disney Expo ou quelque chose de même là, qui a lieu bientôt. Généralement, on se sert de ça pour annoncer des trucs. Il y a San Diego Comic-Con aussi fin juillet. Donc, attendez-vous à avoir beaucoup de nouvelles du côté de Marvel là, qui vont probablement mettre la table pour les prochaines années. J'ai une nouvelle de Disney, mais pas de Marvel. Voilà. Le prochain live action, donc en prise de vue réelle, qu'ils vont faire, donc encore une adaptation d'un ancien dessin animé. Sais-tu c'est lequel? Écoute, non, je ne l'ai pas vu passer. Okay. Qu'est-ce que ça serait...
J'ai aucune idée. Un dessin animé plus des années 90. Là. 90. Ah oui, Hercule. Oui, exactement. Ben oui, j'ai vu ça. Avec le brave Hercule. Et c'est Guy Ritchie qui est attaché au projet. Lui qui avait fait Aladdin en 2019, qui avait connu aussi son lot de succès. Là. Il avait rapporté comme $1 milliard de dollars. Mais il était vraiment un peu passé dans l'ombre parce que c'est le même été qu'il y a eu Le Roi Lion, que Disney ont fait Toy Story 4. Puis un Avengers. Au printemps, il y avait eu le Endgame, il y avait eu Captain Marvel. Cette année-là, là, je pense que sur le top 8, il y avait 6 ou 7 films de Disney. Il y a Frozen à l'automne, genre, puis un dernier Star Wars aussi. C'est de la pure folie, là. Mais en tout cas, juste dans l'été, il y avait eu plein de Disney. Il y a Joe et Anthony Russo, justement, en parlant des MCU, qui sont attachés au projet depuis un bon bout. On savait pas ce que ça serait, mais ils vont être producteurs, finalement, du projet. Ils font ça de plus en plus, finalement, produire plus que réaliser. J'imagine que ça permet de travailler sur plus de projets en même temps, là. Et on dit que Disney finalise le scénario là, suite à la version de Dave Callaham, là, lui qui avait écrit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Et d'ici là, je pense le prochain... on n'a aucune idée là, quand ça va sortir, là, sûrement dans comme 4 ans, là, je sais pas. Là. le prochain prise de vue réelle, c'est La Petite Sirène en mai prochain, là, 2023. Et j'ai un dernier fun fact, c'est Box Office, le Top Gun Maverick qui fracasse tous les records à la vitesse du son. Ouais. Il est rendu, là, il a atteint plus de 480 millions en domestique, là, donc États-Unis, Canada, plus de 900 millions dans le monde, au total, là, incluant le domestique. Fait que c'est devenu le film le plus lucratif pour Tom Cruise. Ça a dépassé Mission Impossible Fallout qui était à presque 800, mais pas tout à fait. Depuis l'ère pandémique, c'est le 3e film à franchir les 900 millions. Il y a eu, es-tu capable de deviner? Spider-Man. Ouais, lui c'est le numéro 1. Doctor Strange. Ouais, exactement. Voilà. Fait que Doctor Strange qui est rendu à 944 millions à peu près. Fait que il y a des bonnes chances que Top Gun le dépasse assurément. Paramount a mentionné le distributeur que à peu près 16% de l'auditoire l'ont vu là, plus d'une fois. Fait que mais il y a encore bien des nouveaux, là, on n'est pas juste dans la réécoute. Puis donc Top Gun Maverick s'enligne très bien pour être le premier film de 2022 à franchir le $1 milliard. Puis c'est drôle, les premiers pronostics étaient vraiment que Jurassic World serait le plus gros film de l'été, mais je pense pas qu'il n'a pas parti assez... En fait, il casse plus vite que Top Gun. Il est parti plus fort, mais il casse plus vite. C'est le 3e week-end de Top Gun au box-office, c'était de 44 millions, ce qui le place, je pense, dans les 5 meilleurs 3e week-end à vie. Là. Donc, c'est fou comment le bouche à oreille. Ouais, puis en plus... Et que les gens retournent, comme tu dis, le voir aussi. C'est ça, parce qu'il est parti à 120, fait que oui, il avait droppé à genre 80, ce qui est déjà pas une très grosse descente. Jurassic, ça fait déjà 2 week-ends. Je pense qu'il avait fait comme 150 puis genre 60. Là, fait que un classique 60, quasiment 70% de drop, là, 65 comme fou. Et je serais pas surpris que Top Gun le dépense en fin de semaine au box-office aussi. Ouais, en fait, au Québec, Top Gun est plus fort que Jurassic, c'est aux États-Unis, là, l'effet nouveauté. Mais voilà. Alors, bref, ça conclut pour moi, les actuels. J'ai une petite dernière. Oui, en plus, ça va nous amener vers les sorties de la semaine. Côté, là, c'est plus, j'aurais potin. Côté Blumhouse. Il faudrait une petite musique, un petit jingle potin. Donc, la société de production Blumhouse, qui vient de sortir de Black Phone, qui prend l'affiche en fin de semaine. Derrière beaucoup de franchises de films d'horreur, Paranormal Activity, The Purge, qui avait récupéré les droits d'Halloween il y a quelques années, donc ceux qui sont derrière cette relance-là. La rumeur dit qu'ils veulent mettre les doigts sur les 2 franchises qui leur manquent, Nightmare on Elm Street et Friday the 13th. OK. C'est qui les a en ce moment? Nightmare, je crois que c'est toujours New Line qui appartient à Warner Brothers. Mais je pense que ça fait 12 ans, je pense que c'était 2010, la dernière version là, qui était sans Robert Englund. Donc, ah oui, c'était vraiment un reboot. Oui, c'est ça, on repartait carrément. Et ce qui aurait été dit, c'est qu'ils veulent vraiment ramener Englund, donc pour une dernière fois, en Freddy Krueger. OK. Quand même, M. Englund est dans les 70. On l'a pu le voir d'ailleurs dans Stranger Things saison 4, pour ceux qui aiment bien la série. Donc, à voir s'ils vont être capables de négocier les droits. Ce qui va être plus dur, qui est plus nébuleux, c'est le cas de Friday the 13th. Encore là, je pense que c'était 2009, le dernier reboot aussi qu'on a tenté.
Mais depuis... J'ai pas de souvenir de Ouais. ça. Moi, j'avais bien aimé, honnêtement. Ok. Mais parce que je suis un grand fan de Friday the 13th, mais il y a comme un procès entourant les droits. Donc, le scénariste original de l'époque a poursuivi le producteur et tout ça. Là, c'est très technique, c'est vraiment sur des technicalités de droit. Il n'y a pas une histoire aussi par rapport vraiment au scénario, c'est-à-dire que là, la franchise s'est rendue beaucoup Jason Voorhees, mais vu que le premier, c'est la mère, puis là, fait que c'est pas la même affaire. Il y a une technicalité sur le droit aux États-Unis que, normalement, si tu es embauché par un studio ou par une société de production pour écrire, tu n'as pas les droits. Mais si c'est toi... Qui pitch. Oui, non, en tout cas, il y a quelque chose entourant comme ça, là, ce qui fait que... Je pense que si c'est le producteur qui t'embauche, tu as des droits, mais si c'est le studio, en tout cas. OK. Fait que bref, c'est vraiment un petit truc très, très pointu, mais il y a une dispute, évidemment, à ce niveau-là. Mais effectivement, le scénariste d'origine n'a pas les droits sur de Jason avec le masque et tout ça. Donc, c'est vraiment sur l'origine, le premier film. Donc, bref, c'est en cours depuis 4-5 ans, là, puis je sais pas si ça va se régler un jour. Ouais, parce que là, si tu l'achètes aujourd'hui, tu achètes des problèmes, finalement. Ben, c'est ça. Ou tout simplement, ils vont offrir un très gros montant à tout le monde, puis on achète les droits, puis voilà. Ça serait comme... Ce qui peut être le cas. C'est parce que Blumhouse est rendu tellement puissant, mais ils ont encore un peu la même stratégie de faire des films à pas trop grand budget, puis... Tout à fait. De offrir beaucoup des pourcentages, des choses comme ça. Puis là, quand le film il est payant, il est payant pour tout le monde. Puis là, ça leur fait un fonds pour on assume le risque financier. Mais comme tu dis, c'est tellement des films qui viennent rentables assez facilement. C'est parce que j'ai aucune idée comment ça vaut non plus acheter ces franchises-là puis tout ce que ça vaut. Là. Si ça coûte 800 millions, je sais pas, là, tu sais... Là, il faut que tu le rentabilises. Donc là, tu vas presser le citron. Puis, tout à fait. À moins qu'on prépare... un multivers Halloween Nightmare. Parce que ça vient avec plein d'objets dérivés. Mettons, activité paranormale, je pense pas qu'il y a des jouets, puis des costumes, puis des affaires comme ça. Là, non, alors que pour les autres, on les voit un peu partout. Là, des t-shirts. Surtout à l'Halloween aussi. Évidemment, les masques et tout ça, ça se vend très, très bien. Fait que là, tu voulais nous conduire quoi directement? Ben oui, on va aller directement avec The Black Phone. D'accord. Qui est une nouvelle production donc, de Jason Blum. Ça me semble, c'est ça? Ouais, sûrement. Producteur. Donc, film de Scott Derrickson, qu'on avait connu plus récemment pour le premier Doctor Strange. Donc, de quoi nous parle de Black Phone? Oui, en fait, justement, M. Derrickson avait fait pas mal d'horreur avant de faire Doctor Strange, qui était comme à la sauce Marvel d'aller prendre un réalisateur plus indépendant. Ouais. Il avait fait... notamment Sinister, qui l'a fait beaucoup connaître avec Ethan Hawke, puis L'Exorcisme d'Emily Rose. Et ici, on retrouve encore Ethan Hawke, justement, qui j'imagine qu'ils s'entendent bien. Alors, on suit Finisha, qui est un jeune garçon de 13 ans, qui est, qu'on dit timide, mais quand même malin, là, assez brillant, mais qui se fait kidnapper par un tueur sadique et enfermé dans un sous-sol insonorisé. Donc, ça sert à rien pour lui de crier. Sauf qu'il y a un mystérieux, ou disons un inquiétant téléphone noir au mur, pourtant déconnecté complètement, le fil est coupé, il n'y a rien à faire là, mais qui se met à sonner. Puis lorsqu'il répond, lorsqu'il décroche, il entend les voix des anciens enfants qui ont été tués et qui sont toujours portés disparus. Fait que c'est un peu si eux veulent lui passer les codes, les indices qu'ils ont réussi à avoir pour que lui puisse peut-être s'échapper, disons, de ce sous-sol-là. Et pendant ce temps-là, on suit aussi à l'extérieur les gens qui essayent de retrouver le brave Finney. Donc, d'emblée, le film est une lettre d'amour à l'univers de Stephen King. Vous allez retrouver beaucoup de liens avec The Shining, avec It également. Il y a une raison pour ça, parce que le scénario est tiré d'une nouvelle de Joe Hill. Pour ceux qui ne connaissent pas Joe Hill, c'est maintenant un romancier très, très établi, scénariste de bande dessinée. C'est le fils de Stephen King. C'est une nouvelle tirée de son recueil Fantôme, Histoire troublante. Histoire trouble plutôt. Donc, ça vous intéresse d'en connaître plus sur l'histoire. Le livre est toujours disponible aux éditions J'ai lu. T'as-tu regardé finalement? Parce qu'on se demandait à la fin du film, tu sais, un film qui dure 1h40, comme c'est quoi la densité de la nouvelle? Non, j'ai pas réussi à trouver les différences. Ça va sûrement sortir dans les prochains jours, là. Mais la trame principale,
semble pas mal respecter la nouvelle de Joe Hill. Donc, faut adhérer donc à une proposition surnaturelle. Le surnaturel est présent. Si vous adhérez à ça, je pense que vous allez passer vraiment un très bon temps parce que l'histoire est intéressante, est originale. Et ce que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est les jeunes comédiens qui sont très, très bons. Ben, on est vraiment dans la vibe, justement, on l'a mentionné précédemment, Stranger Things et parce à la Emblem. L'intrigue se déroule à la fin des années 70 aussi, qu'on trouve cette vibe-là qui, évidemment, moi, j'aime bien. Ben, ça aide. On dirait que ce genre d'histoire-là doit être campé un peu dans le passé parce que ça permet d'enlever toute la technologie. Il n'y a pas une caméra de surveillance qui l'a pogné ou une petite caméra de perron pour pas se faire voler ses colis. Ou de cellulaire. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, il arrive avec sa vanne, sa grosse pédo-vanne, puis un peu louche. Fait que c'est pas... Ouais, c'est ça. En tout cas, si ça peut vous trigger, c'est pas un violeur, mais il est séquestre, puis il maltraite, puis à un moment donné, il est tue. Ouais. Fait que... Aussi, chose intéressante, Ethan Hawke, ben, c'est lui notre méchant avec son drôle de masque qui change comme le bas selon un peu son humeur. Son humeur, exactement, du moment. Genre, quand il vient un peu surprendre le garçon dans le sous-sol, puis là, tu sais pas s'il est un peu souriant ou marabout et tout. Là. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quand même un rôle assez audacieux, on en parlait, où on ne voit pas son visage, à peu près pas. En fait, non, il est toujours masqué, yeux. On voit ses yeux ou un peu sa bouche. Donc, fait que je trouve ça le fun aussi qu'un comédien, quand même, de sa réputation, puisse aller s'amuser et faire un rôle très, très différent où il ne se met pas de l'avant nécessairement. Non, exactement, c'est ça. Fait que d'après moi, c'est vraiment parce que les deux doivent apprécier travailler ensemble. Il y a aussi Jeremy Davis au générique qui fait le père de Finney puis de sa sœur, qui est pas le père de l'année non plus. Non, là, moi, il me faisait penser, on parlait de Shining, il me faisait penser un peu au personnage de Jack Nicholson dans Shining, le père. Jack Torrance. Ouais, c'est ça, un peu fêlé, qui... Alcoolo, là, porter sa bouteille. Effectivement, fait que tous des trucs que Stephen King a vécu, que Joe Hill a probablement vécu enfant aussi, là, parce qu'on sait que King avait une passe plutôt difficile dans sa vie. Non, je savais pas. Ouais, c'est ça. The Shining était beaucoup inspiré de lui, en fait. OK. Mais dans la version du roman et du film, son personnage est assez différent. Mais bref, ça fait du bien de retrouver ce comédien-là, que moi j'apprécie beaucoup. Puis je suis allé fouiller un peu. On s'en parlait d'ailleurs. Les années 90, début 2000, était vraiment très en vogue, très en demande. Écoute, il a joué dans 2 gros films, Twister, Saving Private Ryan aussi. C'était lui qui était pas capable de tirer un peu. Là, tout à fait. Puis il a fait beaucoup de films indépendants, mais à un moment donné, il a comme disparu. On l'a moins vu, donc... début 2000, le disparu, justement, il était dans Lost. Ouais, c'est là que j'ai suivi. Il s'est tourné vers la télé, effectivement, dans ces années-là. Puis, fait que je sais pas si ça transparaît, c'est un film qu'on a vraiment apprécié. Je pense que la seule chose à garder en tête, c'est qu'il est peut-être un peu trop vendu comme un film d'horreur, puis c'est pas ça. C'est un suspense, c'est qu'est-ce qui va arriver, quand est-ce qu'il se fait kidnapper, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer. Quelques images un peu, 2-3 jumpscares d'enfants mutilés, évidemment, mais beaucoup d'enfants qui se battent aussi pour différentes raisons tout au long du film. Mais parce que il y a aussi une quête personnelle pour Finn d'émancipation un peu, puis de savoir s'il est courageux ou pas, s'il est capable de passer à l'action. Et ça, c'est le petit côté qui fait penser à It aussi. C'est ça, parce que c'est un peu un genre de coming of age, mais dans une situation de séquestration à 13 ans. Là, fait que c'est ça, si vous voulez voir un suspense, comme tu as dit, un peu ouvert à ce petit côté d'avoir des visions, de connecter avec les morts, c'est super cool pour ça. Si vous voulez le film d'horreur qui va vous foutre la chienne, c'est pas ça. Là, c'est ça. Ouais, parfait. OK. Effectivement, je pense que ça fait le tour pour The Black Phone. Oui, le téléphone noir en français. Allons du côté de la France, peut-être dans un tout autre registre, avec La Brigade de Louis-Julien Petit. Oui, exact. Lui qui avait offert Les Invisibles il y a quelques années, avec Audrey Lamy et François Cluzet. On suit principalement Audrey Lamy qui joue le rôle de Cathy, qui est depuis toute petite finalement elle rêve d'avoir son propre restaurant, qui est une super bonne cuisinière, mais là elle approche la quarantaine, il n'y a rien qui se passe comme prévu, elle travaille pour d'autres personnes qui respectent pas mettons son audace ou ses choix au niveau de la création des recettes. Fait que là, un peu mal prise, elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière, de cuisinière dans un foyer pour jeunes migrants. Fait qu'est-ce que son rêve est inaccessible maintenant ou est-ce que la tournure des événements va lui permettre d'accomplir cela? C'est ce qu'on va découvrir au fil du récit. Fait que
comédie sociale, feel good, là, on s'en Oui. cache pas. On est dans les bons sentiments, les jeunes qui s'ouvrent à une personne un peu plus réfractaire, mais autour de la cuisine, de l'ordre, de la discipline que ça prend pour travailler en restauration, si on veut. Donc, un beau film à message, bien fait. Comédie bon sentiment, la ligne est souvent mince entre le cucu, là, mais là, c'est vraiment pas le cas. C'est fait avec goût. On pourrait peut-être rapprocher ça avec un autre film de François Cluzet, peut-être pas aussi puissant, mais invincible. Si vous avez aimé ce film-là, je pense que La Brigade sera pour vous. On sort de là avec le sourire, on est touché. Les jeunes comédiens, d'ailleurs, ce sont vraiment des jeunes migrants qui viennent de foyers d'accueil. Donc, ils ont fait un casting sauvage dans plusieurs centres. Ils sont vraiment très touchants. Surtout le petit jeune Gus Gus qui vole le show. Et Audrey Lamy, très, très bonne donc, dans ce rôle-là. D'ailleurs, elle a suivi plusieurs mois d'entraînement avec 2 chefs pour parfaire ses techniques de cuisine. Son rôle aussi est intéressant de la confrontation qu'il y a avec... comme elle a travaillé pour le resto de la populaire animatrice, son personnage, pas Audrey Lamy, The Cook, oui, c'est ça, le réalité show de cuisine comme qui a pas de bon sens, là, qu'il faut qu'il court dans des maisons délabrées, trouver des ingrédients. Là. C'est quand même très drôle. Fait que tu sais, tout le monde voit, là, bien comment, tel chef, es-tu vraiment le fun? Puis là, elle est comme... Ouais, mais non, elle blaire pas vraiment. Fait que ce côté-là est sympathique. Audrey Lamy avait justement remporté... au festival Alpe d'Huez, le festival d'humour. On a parlé beaucoup récemment. C'est vrai que tous les films qui ont joué là ont sorti. Elle a gagné le prix d'interprétation féminine. Fait que c'est quand même hautement mérité. Ouais, c'est la bonne nuance entre de touchant puis drôle. Le film, écoute, comment dire, un peu réinvente pas la roue. Ça se peut que vous voyez venir certains événements, mais moi, je l'ai pas trouvé aussi prévisible que ça. C'est-à-dire que ce que je pensais qu'il arriverait, c'est pas ça qui s'est produit. Mais on est resté dans un happy end et tout. Là. Et on vous défie de ne pas avoir les larmes aux yeux vers la fin, dans le dernier dénouement. Ben évidemment. C'est drôle, pendant le film, on se posait la question parce que François Cluzet, à un moment, il joue au soccer, au foot avec les jeunes. Puis là, il se blesse, il dit « Ah, j'ai un claquage ». Mais là, c'est comme le temps avance dans le scénario, puis il est encore en béquille. Puis j'ai comme un claquage, ça fait mal, mais c'est pas en béquille 3 semaines avec un plâtre. Puis je me disais, non, il s'est-tu blessé pour vrai, puis ils ont maquillé ça? Et la réponse, il s'est réellement blessé pendant le tournage de la scène. Donc, il s'est brisé ou déchiré le talon d'Achille. Alors, il a dû être embéqué et opéré. Donc, voilà. Alors, si vous allez voir La Brigade, ben, vous allez trouver ça drôle. Crime, je me demande, parce que, tu sais, il y a un moment, tu sais, elle arrive, elle vient parler pendant qu'il joue au soccer, puis en fait, Cluzet, lui, c'est comme le directeur de l'établissement, c'est ça qu'on n'a pas dit, fait que ça se trouve être son boss. Puis c'est ça, elle va le voir, puis là, il est comme en train de jouer, puis il dit « Ah, je me suis blessé », puis là, il boite un peu, mais je sais pas si à ce moment-là, justement, il pensait que c'est juste un petit quelque chose, puis plus tard, ils sont allés faire l'histoire ne dit pas si c'est la scène, la prise qu'ils ont conservée pour le film, ou s'ils l'ont juste retourné après... suite à sa blessure, donc... c'est peut-être ça, parce qu'il dit, tu sais, j'ai un petit claquage, fait que probablement que s'il le savait pour vrai, il aurait mis plus intense. En tout cas, c'est juste un fun fact. Crier un petit peu plus sa douleur. Allons maintenant du côté de l'Espagne. Oui, et toi, tu gardes le King pour la fin. Ben, on garde le King. D'accord. Alors, compétition officielle de Mariano Con et Gaston Duprat. C'est drôle, c'est leur 6e film chacun, mais ils en ont fait 5 ensemble. Ouais, ils ont comme toujours travaillé ensemble, mais sauf un qui ont fait chacun de leur bord. On suit les grands comédiens, Penélope Cruz, Antonio Banderas et Oscar Martinez, un peu moins connu ici, mais quand même un acteur très établi. Alors, film assez singulier. Fait que on a un vieux milliardaire qui a, je sais pas milliardaire ou millionnaire, en tout cas, un très très riche, qui a fait son argent dans les pharmaceutiques. Puis là, il se rend compte que c'est un peu caduc, fait qu'il veut laisser son empreinte dans l'histoire avec un grand H. Fait qu'il dit, je vais faire une œuvre cinématographique incroyable, puis on va se souvenir que j'ai produit ce film-là. T'sais. Et au moins, il n'y a pas la prétention d'aller le réaliser ou de jouer dedans. Fait que il engage la cinéaste qui est très exigeante, mais un peu sauvage, qui est Lola Cuevas, jouée par Penélope Cruz, qui elle a gagné des prix
comme la internationaux, coqueluche, c'est ouais, ça. Elle fait pas souvent des films. Quand elle les fait, ça gagne tous les prix dans tous les festivals, etc. Fait que là, elle y fait acheter les droits d'un roman qu'elle veut adapter librement, un roman prisé qui a coûté super cher. Puis elle dit, OK, je vais aller chercher lui, là, il faut les meilleurs comédiens, absolument. Là. J'ai besoin des meilleurs pour que ce soit le meilleur film. Fait qu'elle va chercher Félix Rivero, qui est plus un comédien star à la Hollywood, que lui, il est plus vraiment pour le vedettariat un peu. Il a une manière singulière à lui de travailler et qui est joué par Antonio Banderas, qui est quand même un peu drôle parce que lui aussi s'est rendu finalement aux États-Unis pas mal. Fait que le rôle est un petit peu méta pour ça. Et l'autre qui est vraiment plus une tête de théâtre, Ivan Torres, qui est joué par Oscar Martinez. Fait que les deux gars, finalement, ils ont des carrières complètement opposées, des styles de travail opposés, puis finalement, ben, ils saillissent, puis ils se méprisent, en fait. Fait que le film, on va suivre beaucoup les répétitions. On n'est pas tant en tournage, là, faut pas attendre le moment, c'est beaucoup la répétition, l'espèce de 2 semaines avant où ils pratiquent les scènes. Fait que tout le monde est un peu intense dans sa façon de faire, puis tout le monde, je dirais pas mettre de l'eau dans son vin, c'est assez hypocrite envers l'autre. Fait que... Ils essaient de s'adapter un à l'autre, mais c'est pas toujours facile. C'est ça. Fait que là, on essaie de voir, est-ce que finalement le projet va tourner au vinaigre, est-ce que tout va s'envenimer ou ça va fonctionner? Le ton est une comédie noire, voire satirique. Ouais. Moi, ça me rappelait rapidement les The Square de Ruben Östlund ou les Yorgos Lanthimos comme The Lobster, par exemple, dans le genre d'humour, ou en France, Quentin Dupieux, là, qui est un petit peu décalé, mais pas aussi rapide qu'un Dupieux. C'est-à-dire que souvent, il y a une blague, mais on va laisser la scène défiler, on va comme vivre tout le moment. Ce qui est un petit peu, peut-être plus comme Lanthimos fait dans ses films. Et je dois avouer que j'ai adoré Penelope Cruz dans son rôle de réalisatrice caractérielle. Mm-hmm. Je pense qu'elle a dû faire énormément de plaisir, probablement puiser aussi de certaines personnalités qu'elle a croisées. D'expérience personnelle. Ouais. Et les deux comédiens aussi sont très, très bons. Donc, c'est vraiment un film finement écrit. Mais il faut aimer ce genre d'humour-là, évidemment. Mais si vous aimez ce genre de film-là qui se passe aussi dans le milieu du cinéma, qui rit un peu, qui satirise ce milieu-là, compétition officielle, c'est vraiment une belle réussite. Oui, je pense que c'est pour ça que ça me fait penser à The Square aussi, parce que c'est le lieu de répétition qu'ils sont. Là. C'est comme une espèce de... J'imagine une place dédiée pour l'art, là, une espèce de grande bâtisse pour les répétitions. Il y a une petite salle de théâtre, puis sinon, c'est comme des immenses pièces avec des locaux vides, un mur fenestré, fait qu'ils pratiquent avec 2-3 objets, puis c'est ça. Elle, des fois, est full intense. Là, je veux que tu pleures pour vrai, mais là, elle dit non, mais je pleure pas en répétition, je vais pleurer quand ça va être le vrai. Non, si je le vois pas là, fait que tu sais. Elle aime leur tendre des pièges. Ouais, c'est ça, mais je pour pense leur sortir de zone de confort un peu. Il y a comme des blagues de cinéma dedans, là, de comment ça se passe dans un studio. La scène, il y a tous les micros, là, puis là, elle dit c'est vraiment, il faut écouter, puis là, il se pratique comme cruiser une fille, là, disons. Puis il y a comme 35 micros là, de braquer. Fait que là, il écoute avec les écouteurs, t'entends juste des gros French kiss, puis là, nous, on l'entend dans la salle. Ah non, c'est quand même... c'est vraiment drôle, ce film. Oui, il y a vraiment de bonnes scènes où les malaises sont bien exploités. Et il y a quand même quelques bons revirements aussi, auxquels moi, je m'attendais pas du tout. Donc, ah ouais, tout à fait. Ouais. Puis tu sais... Je pense que ça fait quand même, c'est un peu dans la sauce des comédies dramatiques, là. C'est qu'on part un peu plus comique, puis éventuellement la tension va pousser un petit peu plus vers le drame, vers le sérieux. Film noir un peu. Ouais, pour avoir un dénouement autour de tout ça. Là. Fait que, ouais, le film avait... non, il a joué à la Mostra de Venise. Il a pas gagné, mais il a joué à la Mostra de Venise au Festival international de San Sebastian. En 2021, fait que ça a pris un petit temps, là, j'imagine, pandémie oblige, avant qu'on le retrouve sur nos écrans. Disponible en sous-titré français ou sous-titré anglais, peut-être si vous êtes à Montréal, mais pas de version doublée en français. Compétition officielle ou competencia officiale. Oh. Alors, attaquons ce gros morceau qui est Elvis de Baz Luhrmann. Évidemment, Baz Luhrmann, connu pour sa réalisation très... comment dire? Flamboyante, oui, c'est le bon mot qui nous avait donné, évidemment, Moulin Rouge. Seulement 6e film pour lui, quand même. Ouais, c'est comme un film aux 5-6 ans, justement. Puis Great Gatsby, qui était son dernier, je pense que c'est 2013. 2013, quand même. Presque 10 ans.
Roméo et Juliette aussi, moi, qui m'a beaucoup marqué Ouais. quand j'étais jeune Léo, en quoi, genre 96, fait que c'était parfait. Pré-Titanic. Ouais. Alors, donc, il s'attaque évidemment au monument qui est Elvis Presley, mais du point de vue de son gérant. Ouais, le mythique et énigmatique colonel Tom Parker. Fait que, ben écoute, on fera pas un très long synopsis, c'est la vie d'Elvis Presley, mais comme tu dis, beaucoup le point de vue du colonel Parker, donc on explore beaucoup la relation entre les deux. Puis, évidemment, Lorman l'a dit aussi, je peux pas parler d'Elvis sans parler de l'Amérique. Mhm. Parce qu'il a traversé à peu près 3 décennies, puis il y a des choses vraiment importantes historiquement qui se sont passées. Il y a beaucoup, quand même, on parle encore de ségrégation puis de racisme. Ouais. Il y a eu les assassinats de John F. Kennedy, de Luther King, de Robert Kennedy au travers de ça. Fait que c'est quand même, c'est à la fois la vie d'Elvis puis à la fois un portrait de l'Amérique au travers de ça. T'sais. Puis, on y viendra, mais ne serait-ce que tous ces mouvements, ces déhanchements, sa nature expressive et sexuelle. Je sais pas si lui la voulait sexuelle. Lui, Elvis, mettons. Mais ça provoque quand même ça chez les jeunes filles. Fait que là, quand ça passe à la télé, tout le monde est choqué. Là. Oui. La vieille garde n'aime pas. D'autant plus que c'est ça. Donc, Elvis évidemment venait du sud des États-Unis où la religion, la bienséance est encore très de mise. Mm-hmm. Donc, tu parles évidemment de ce portrait-là de l'Amérique et c'est ce qui est intéressant dans le film. On prend beaucoup de temps pour explorer les époques. Donc, on parle de le milieu des années 50, dans cette Amérique jeunesse, très puritaine, à la guerre du Vietnam. Il ne faut pas oublier qu'Elvis avait pas combattu au Vietnam, mais était recruté dans l'armée, était sur une base en Allemagne. Évidemment, son retour, tous les bouleversements de l'Amérique des années 60, à sa résidence à Las Vegas dans les années 70. Graceland. Donc, le film est quand même assez costaud, un bon 2h30, 2h40, je pense. Ouais. Donc, soyez avertis, prenez-vous un gros popcorn, mais ça passe très, très vite, honnêtement. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de lenteur. Non, il y a beaucoup de temps de prestations. Ça, c'est super intéressant parce que Austin Butler avait été un peu critiqué parce qu'on dit il ressemble pas tant que ça physiquement, mais je pense qu'il ressemble partout. Ce gars-là, quand il a su qu'il y avait des auditions, il a géré sa vie, il a mené sa vie comme s'il l'avait déjà. Il a cancellé toutes les autres auditions, il a dit non, moi je focus juste sur ça, c'est ça que je veux. Il a vécu Elvis. Il est allé nailer l'audition, comme on dit. Ben oui, et d'ailleurs, dans l'audition, il chantait la reprise d'Elvis des Righteous Brothers de la chanson Unchained Melody, la fameuse chanson de Ghost, du film Ghost, la scène de poterie. Donc, c'est Austin Butler qui chante dans le film. Oui, c'est comme un mélange. Au début, c'est lui beaucoup, puis vers la fin, surtout qu'on est plus dans toute sa passe Las Vegas et tout. Là, ils font un mélange des voix, là, comme balancé. Mais comme tu dis, je faisais partie des sceptiques quand j'ai vu la bande-annonce. Je dis, je suis pas certain, mais finalement, il m'a vraiment impressionné. Il affiche une belle sensibilité, très charismatique. Et on y croit. On y croit que c'est Elvis dans toute sa vulnérabilité. Ouais, puis je l'entendais, je pense que c'était à Jimmy Fallon, c'est ça? Tu sais pas où je l'ai entendu, mais c'est ça le gars, Jimmy Fallon, qu'il racontait qu'il a appris à parler comme Elvis, mais qu'Elvis n'a pas toujours parlé pareil lui-même, parce qu'au début, il est dans son bled, fait qu'il parle d'une certaine manière, puis plus il s'ouvre, plus son accent, son phrasé, sa façon de parler va changer, fait qu'il y avait ça quand même à travers le film. Puis, évidemment, pour mimiquer, il a suivi des cours avec des chorégraphes pour recopier certains moves, certains gestes d'Elvis. Mais il a dit qu'il a fallu qu'il apprenne la claquette, du ballet, de la danse contemporaine, plusieurs notions de chacune de ces disciplines-là. Puis il dit, j'ai compris quand même pourquoi Elvis était dépendant aux médicaments contre la douleur à un certain point, parce que moi-même, j'en avais besoin. Là, parce que c'est tough pour le corps de faire tout ça. T'sais. Et surtout lorsqu'il était probablement en résidence à Las Vegas, où tu faisais soir après soir de longs spectacles dans la quarantaine, disons ça, fin trentaine, début quarantaine, évidemment. Je peux comprendre que le corps peut avoir de la misère à suivre. Il y a un truc que j'ai apprécié aussi, c'est qu'ils l'ont pas fait grossir. On n'est pas tombé parce que ça sert comme à rien. On aurait pu aller dans la caricature un peu. Puis en parlant de caricature, je t'avoue que Tom Hanks, en tant que Tom Parker, Tom Hanks est toujours un bon acteur, on le trouve toujours sympathique, mais moi je me suis pas perdu dans le personnage. Peut-être parce qu'on le connaît tellement que je voyais Tom Hanks avec une prothèse de gros cou, là, finalement. Ouais. Son maquillage, si un bémol, c'est peut-être celui-ci. J'espère qu'il sera pas en nomination aux Oscars. Mais oui, effectivement, je pense qu'il c'est un comédien trop iconique maintenant. Là. C'est trop... mais il fait un job honnête tout quand même, là, dans un rôle qui
qui diffère de ce qu'on voit Ouais, de lui ben absolument, habituellement. il est pas le good guy nécessairement là-dedans, Ouais. tu sais. Puis, je pensais, au niveau du style, la réalisation, la bande-annonce, au début, j'étais là, tabarouette, la grosse guitare électrique, puis je sais pas ce que ça va donner, mais dans le film, je trouve ça vraiment hot. Ouais. Genre, la fois qu'il est comme possédé, on le voit un peu dans la bande-annonce, là, quand il est habillé en rose, puis là, c'est là que Parker le voit pour la première fois, puis voit les... Tu comprends aussi cet éveil sexuel-là, là? Des filles qui ont l'air des filles de bonne famille, Oui, mais oui, qui oui. s'est comme amené, elles peuvent pas s'empêcher de hurler, pis de ce déhanchement qui est comme complètement interdit. Fait que là, c'est là, puis c'est devant Ben, toi. C'est c'était fascinant, là. Cette époque-là, ce qui est intéressant, si on le remet dans le contexte, c'est un peu l'avènement de James Dean, de Marlon Brando, de ces hommes très charismatiques, mais qui offrent une sensibilité, ce qui était très à l'opposé des hommes de cette époque-là. Donc, pour les jeunes demoiselles, je pense qu'effectivement, ils s'identifiaient beaucoup Ouais, il chante beaucoup de ceux-là. tunes d'amour aussi. Ben oui, voilà, évidemment. c'est ça. Là, donc, Il chante la pomme. cette scène-là, effectivement, j'ai trouvé ça super intéressant. Exact. Fait que ces que scènes-là, comme ça il prend provoque en elle des orgasmes Ouais, de ouais. certaines façons. comme il prend le temps de les laisser vivre, puis que nous, on les ressente aussi, ben c'est ce qui fait qu'amener le film, il dure 2h40, comme on dit. Mais le montage est très rythmé, de bonnes trouvailles visuelles, évidemment, à la base Luhrmann. Donc, je trouve amener sa sauce, sa réalisation, son style à lui cadre très bien avec le côté très flamboyant d'Elvis Oui. Presley. Donc, c'est pas un biopic traditionnel, classique. Et ça, j'ai vraiment apprécié ça aussi. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé le film. Donc, c'est un bon mariage entre le style Luhrmann avec la personnalité d'Elvis. Ouais, exact. Pour finir, justement, Luhrmann, tu sais, sait qu'en s'attaquant à Elvis, il s'attaque à un monument, donc à des critiques potentielles, mais lui, il dit, mon but, c'est pas non plus de... C'est pas pour choquer, mais il dit, je vise pas nécessairement ceux qui connaissent tout d'Elvis puis qui sont super fans. Je vise ceux qui connaissent pas ça Mhm. pour présenter, comme tu dis, comme on dit, le portrait de l'Amérique, puis c'est quoi son impact, son influence. On voit beaucoup son côté, tu sais, lui, il était vraiment contre le racisme et tout. Il a grandi avec une multiculturalité, ce qui lui a permis d'aimer une musique puis un style différent de ce qui se faisait, tu sais. Alors, tu sais, ses premières tournées, c'était avec des hillbilly qui jouent du country, puis lui, il est comme un peu bluesy, rock, puis c'est comme le monde, les Blancs comprennent pas ça, là, mais ils capotent dessus, tu sais. Fait que ce côté-là est super intéressant. Puis, c'est ça. Il sait qu'il s'attaque à avoir des critiques des gros fans d'Elvis, mais lui est comme, ben moi, je veux quand même qu'Elvis renaisse un peu. Et ce qui est fascinant aussi dans la relation entre Elvis et Parker, c'est à quel point qu'Elvis est manipulé par Parker qui le traite comme un produit commercial à exploiter. Après, c'est le citron. Mais en même temps, ça sert bien Elvis parce que financièrement, évidemment, il devient hyper riche et ça lui permet de faire ce qu'il aime vraiment, c'est sa chanson. Parce qu'il a dit lui-même, je suis quelqu'un d'assez timide dans la vie, la seule façon que je m'exprime, c'est par la musique, par les chansons. Donc, toute cette dynamique-là est assez intéressante. D'ailleurs, pour Austin Butler, moi, j'avais juste soulevé quand même une petite note pour le rôle d'Elvis. Il était en compétition avec quand même quelques acteurs assez intéressants. Ouais, j'ai oublié. Ansel Elgort, qui était dans West Side Story, oui, que j'aurais très bien vu, honnêtement, en Elvis. Miles Teller, qui est dans Maverick en ce moment, qui fait le fils de Goose. Et un qui a beaucoup tenté sa chance, comme on dit. Essayer de forcer la main de Baz Luhrmann, mais ça n'a pas fonctionné. C'est le chanteur Harry Styles, qui est un grand fan d'Elvis, mais comme Baz le dit, il dit t'es une icône toi-même. Ça n'aurait pas fonctionné. Ça prenait quelqu'un de pas connu pour que les gens puissent y croire. Et je pense qu'il a bien raison. Ouais, parce que même dans les trois, c'est... je dirais que c'est quand même Austin Butler le moins connu. Ouais. Là. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faisait avant. S'il était c'est plus de la télé, effectivement. Il y avait un petit rôle dans Once Upon a Time in Hollywood. Là. Il jouait un des tueurs de Charles Manson. Mais effectivement, c'est pas un visage qu'on identifie à son nom. Là, nécessairement. Non, c'est ça. Mais là, on va l'identifier probablement à ça. Oui, maintenant qu'il va être dans plein de choses. Là. Et moi, juste en terminant, j'avais quand même soulevé un petit fun fact, le fun. Pendant le tournage, ça va nous rappeler à la bonne époque du printemps 2020 de la COVID, parce que Tom Hanks a été une des premières célébrités vedettes déclarées positif à la COVID, lui et sa femme qui était en Australie, donc au tournage au printemps 2020.
Et quand même, la production s'est arrêtée pendant 6 mois. Donc, le temps qu'ils se remettent, parce qu'il avait quand même été touché assez durement. Il y avait des symptômes. Ouais, c'est ça, mais je pense aussi que le le 6 mois, c'est parce que là, une fois que tu mets tout en pause, tu peux pas juste recommencer la semaine d'après. Fait qu'il a fallu qu'il réserve, puis etc. Là. Mais ouais, puis il me semble que ça avait quand même aidé plusieurs Américains à croire que ça existe. Là. Ouais, ça venait démystifiant. Écoute, Tom Hanks, notre acteur chéri, est atteint. Donc, voilà. Dans les autres sorties, j'ai noté Horreur boréale, version française de Slash Back. C'est comme Slash. c'est Slash, là tu mets un Slash. Back. Fait que slash back ou juste slash back de Nila Inukshuk. On est dans sci-fi, horreur, comédie un peu à la Slacks ou Turbo Kid. Fait que c'est Micah et ses amis, disons, hétéroclites qui découvrent une invasion extraterrestre dans leur minuscule hameau arctique. Fait que c'est à eux de sauver la situation puisque personne ne les croit. Fait qu'ils vont utiliser leurs armes de fortune puis leur connaissance des films d'horreur et ainsi, les extraterrestres dans cette petite réserve n'auront qu'à bien se tenir. Fait qu'on est aussi un peu dans la mouvance des films de Première Nation et les genres de comédies d'horreur, si on veut. Fait que, mais je crois que c'est une sortie très limitée, probablement. Je sais pas si... C'est-tu là, Fantasia, ou c'est... Moi, c'est pendant l'été, me semble. Mais c'est plus tard en juillet, je pense. Ouais, je pense que oui. Ah, Juillet-août. C'est le genre de film qui aurait pu y jouer. Peut-être qu'il a joué l'an dernier, je sais pas. Bref, c'est ce qui conclut cet épisode pour cette semaine. La semaine prochaine, une semaine un petit peu plus tranquille, mais pour les familles, Les Mignons 2, Il était une fois Gru, The Rise of Gru, qui devrait faire l'affaire peut-être encore plus que Lightyear pour le jeune public. Effectivement, je pense que ça va créer tout un tabac. Et d'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous balado au singulier @monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Le prochain numéro s'en vient, il est parti sous presse aujourd'hui. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Et sur ça, je peux simplement dire, Ladies and gentlemen, Elvis has left the building.